Nous reprenons le principe du dominant dominé par sa domination. Dire que le dominant peut être dominé de certains points de vue par sa domination, ça ne doit pas forcément nous laisser penser que le dominant est une pauvre petite bête, qu'il faudrait avoir de la compassion, qu'il faudrait avoir de l'empathie. Bien sûr, on peut, voilà, c'est pas interdit, on peut avoir de l'empathie pour certaines formes de domination que peut vivre le dominant. Je sais pas, par exemple, on va me dire qu'être bourgeois c'est très difficile parce qu'on se sent seul, on se sent aimé que pour son argent. Je dirais, oui, ouais, c'est miskin, les pauvres, ouais, je comprends. Mais voilà, rien de plus. Je veux dire, c'est vrai, mais bon. Euh, que la domination comporte des effets néfastes, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça est constitutif de la domination. Pour dominer, il doit forcément y avoir cet aspect-là. C'est-à-dire que ce qu'on va donner comme élément qui va dominer les hommes dans leur domination, c'est-à-dire le fait que, par exemple, ils ne puissent pas se confier, ils ne puissent pas pleurer, ça fait partie de la domination masculine. S'il n'y avait pas ça, les hommes ne pourraient pas avoir cette posture de dominant, ne pourraient pas avoir cette posture viriliste, ne pourraient pas avoir cette idée d'être des hommes forts. Donc, moi, je pense que déjà, il faut vraiment avoir une approche dans laquelle on peut accepter l'idée qu'il y ait des effets néfastes à la domination, mais qu'il faut la concevoir seulement comme une manière de mieux cerner cette domination, de mieux avoir une compréhension du fonctionnement de la domination, de comment elle procède. Et ces connaissances peuvent ensuite être utiles en plus dans une lutte émancipatrice. Par exemple, pour renverser la bourgeoisie, il faut comprendre ce que c'est la bourgeoisie, comment fonctionne la bourgeoisie dans tous ces domaines, dans toutes ces contradictions, et notamment le fait que la bourgeoisie n'est pas un bloc monolithique, mais qu'il existe des contradictions au sein de la bourgeoisie. Mais alors, maintenant, on va parler des masculinités, on va se dire quelles sont les frontières qui nous empêcherait en fait de passer vers les maltyres. Comment s'empêcher de tomber dans les larmes de bonhomme, les larmes d'homme, je sais pas comment dire, ouais, les larmes d'homme. À mon avis, déjà, c'est déjà, comme je l'ai dit, quand on rentre un peu dans un aspect normatif, qu'on essaye de les présenter comme des victimes. Le maltyre, c'est vraiment ça, c'est l'idée de présenter ces hommes comme des victimes. Et le masculinisme, c'est d'essayer en plus de les présenter comme les victimes de la société actuelle, de faire l'éloge des qualités de l'homme. Et ça, c'est un peu les positions de Zemmour et Soral. Nous, chercheurs, quand on travaille sur ça, c'est un peu difficile de ne pas tomber là-dedans. C'est toujours très difficile, surtout quand on est des hommes. Alors, le premier moyen d'éviter ça, c'est un peu ce qu'a fait Léo Thiers-Vidal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Léo Thiers-Vidal, c'est l'un des premiers chercheurs en France qui a travaillé sur les masculinités. Et il était très proche de Christine Delphi. Et c'était vraiment l'un des premiers pro-femme, mais vraiment dans le vrai sens pro-femme. C'était vraiment un vrai pro-féministe. Honnête et assumé. Et selon lui, pour éviter tous ces dangers-là, pour éviter de tomber dans ces pièges, il fallait se reposer essentiellement sur les travaux des féministes. C'est-à-dire que les hommes qui travaillaient sur les études sur les hommes, sur les études masculines, devaient faire vérifier, devaient être surveillés, devaient être contrôlés par les autrices féministes. Et lui, notamment, c'était Christine Delphi.